Donc bienvenue à cet événement en direct de l'Alliance française de Dublin. Je m'appelle Pierre-Olivier Lambartex, je suis écrivain et donc je suis ici aujourd'hui pour vous lire un court extrait de ce premier roman qui s'intitule Ogam et qui a la particularité de se situer en Irlande, pas vraiment à Dublin, plutôt sur la côte ouest du côté du Kerry, mais on fera quand même un petit crochet vers Dublin pendant la lecture. Voilà. L'endroit était désert. Dans le ciel dégagé, la lune pleine et parfaite éclairait de sa blancheur phosphorescente la nuit océane. Au pied de la falaise, le long des côtes rocheuses et déchiquetées, la mer en furie venait s'empaler par vagues successives sur les orgues sombres et basaltiques qui, tels des pieux acérés, jaillissaient çà et là des fonds marins. Comme un chien enragé et agressif, la mer grondait et vomissait son écume sur les modestes grèves et les rochers épars. Tout en haut de la falaise, faisant face à l'océan, l'homme se tenait debout, immobile, les bras en croix et les yeux fermés. Il portait une longue toge coupée dans un tissu précieux de couleur sombre qui recouvrait jusqu'à ses pieds, qu'il avait simplement chaussé de sandales en cuir. Son habit était resserré à la taille par une fine cordelette noire et argentée. Il avait également rabattu le capuce de son vêtement sur sa tête de sorte que seul le bas de son visage était visible. Ses lèvres bougeaient à peine, murmurant un chant monocorde entonné dans une langue ancienne. Le vent qui battait la lande et la mer en colère masquait les autres bruits de la nature. Le chant d'un oiseau nocturne, au loin, les mouvements feutrés du drapé de son habit. Alors, lentement, dans un mouvement fluide et presque aérien, il se tourna vers le nord et reprit ses incantations. Il avait salué les 4 points cardinaux, les 4 piliers du monde terrestre et de l'au-delà en cette nuit si particulière de la fin octobre. Tout le rituel avait été pensé avec le plus grand soin. Chaque détail comptait et suivait un ordre et un déroulement très précis qu'il avait mis des mois à mettre sur pied. Ayant achevé son chant funèbre, il se retourna ensuite vers la jeune femme qui gisait là, sans vie depuis plusieurs heures. Elle était au centre de ces cercles magiques, des cercles qu'il avait tracés avec attention selon le rite ancien, c'est-à-dire en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois les cercles au sol matérialisés, il avait purifié l'espace intérieur en répandant poudre et encens de telle sorte qu'aucun élément ne vint s'opposer ou perturber son office. La victime, quant à elle, reposait allongée, bras et jambes écartés sur l'autel de pierre, au milieu de ce cromlech dressé plus de 3000 ans auparavant. L'homme se demandait combien de cérémonies, combien de rituels et de sacrifices ce lieu chargé d'histoire avait pu connaître. La pierre centrale, celle des sacrifices, était recouverte par endroits d'une mousse rase et dure. Bien que s'étant affaissée quelque peu depuis tant de siècles, elle restait solide et fiable. Le cercle de pierre était aligné dans l'axe du soleil levant au solstice d'été. C'était le németon idéal, l'endroit parfait pour exécuter sa tâche. Alors que le rite touchait maintenant à sa fin, il contempla quelques secondes le corps inanimé de la jeune femme, fort belle au demeurant, sans le moindre regret ni aucune compassion. Il savait que la mort n'était qu'une étape vers une autre vie, une vie dans l'au-delà, dans une enveloppe charnelle différente. Il avait pris bien garde à positionner sa victime. Elle était allongée, tête à l'ouest, et les membres écartés. Son corps, disposé ainsi en étoile, rappelait volontairement le pentacle. Il pénétra le cercle magique et s'approcha de la dépouille. D'un geste rapide et précis, l'homme sortit la dague dissimulée dans la manche droite de sa toge. Le reflet de la lame affilée brilla dans la nuit avant de venir trancher les liens qui attachaient la victime à l'autel. Nul besoin de la maintenir entravée plus longtemps. La vie l'avait quittée. Mais elle avait été parfaite, à la hauteur du rôle qu'il lui avait confié malgré elle. En offrant son corps comme réceptacle et comme offrande, les dieux seraient satisfaits. Il avait perpétué la tradition de l'oblation et de l'obol lors de la fête de Samhain, comme d'autres druides avant lui, et bien avant eux les peuplades ancestrales d'Irlande, les Némédiens venant payer leur tribut annuel aux faumoirs. Une fois les liens sectionnés, le cadavre qui commençait à se rigidifier ne bougea pas de la position qu'il avait choisie. De la petite bourse en cuir attachée à la cordelette qui ceignait sa taille, il tira alors une petite tablette de bois, et avec la pointe de sa rapière, il commença à sculpter le long d'une ligne verticale de petits traits horizontaux ou obliques. Le bois qu'il avait choisi, tendre et sombre,
se prêtait merveilleusement à cet exercice que les doigts experts et agiles de l'homme rendaient encore plus aisé. L'espace d'un court instant, la lune fut voilée par quelques gris nuages d'altitude, et l'endroit apparut alors sous sa vraie nature, sinistre et inquiétant. Seules ressortaient de ce sombre tableau les jambes dénudées de la victime, les jambes d'un blanc cadavérique. En dehors du bruit sourd des vagues se déchirant sur les récifs au pied de la falaise, nul autre bruit, nul cri ne venait déranger le calme morbide de l'endroit. La nature semblait comme tétanisée, à l'arrêt, presque hors du temps. Une fois qu'il eut terminé de sculpter au couteau la tablette de bois, l'homme s'approcha de sa victime et déposa le bout d'écorce au creux de son cou. Puis, toujours en silence et avec méthode, il se baissa pour éteindre le maigre feu rituel qui vivotait sous l'autel dans une lampe tempête. Le soleil n'allait plus tarder à se lever maintenant, et il lui fallait encore rassembler ses affaires. Il tira alors une besace en cuir qu'il portait en bandoulière, et commença à ranger soigneusement, enveloppés dans des linges propres, les fioles et flacons refermant le précieux liquide collecté ce soir. C'était la deuxième raison qui avait justifié ce sabbat. Sa main ne faisait que débuter et allait s'étendre sur 3 jours et 3 nuits. Il s'agissait de la période la plus propice pour entrer en contact avec l'autre monde, avec les morts et avec les dieux, ses frères. En cette fin d'octobre, la frontière immatérielle entre le monde des vivants et le monde des morts n'était plus qu'un léger voile, une fine brume perméable que pouvait allègrement franchir un initié ou celui qui, comme lui, par tradition et sagesse, commandait à la nature et aux animaux, aux hommes comme aux rois, étant lui-même presque d'essence divine. L'inestimable boisson collectée ce soir serait son ventail, son ouverture vers l'au-delà. Ses affaires enfin mises à l'abri dans sa besace, il scanda une ultime incantation, une sorte de chant d'adieu en direction du nord, là où se trouvait le royaume des morts. Puis, tout en prenant grand soin de ne pas souiller sa toge, il s'agenouilla près de l'autel pour s'adresser une dernière fois aux dieux et leur présenter ce corps sans vie. Après une longue minute de silence, il se releva et se remit en route, empruntant le sentier des contrebandiers qui longeait la côte escarpée. Il marchait d'un pas assuré, même s'il savait ce chemin dangereux et semé d'embûches. Nombre de personnes, promeneurs ou criminels, avaient péri ici, ne se défiant pas suffisamment de la verte couleur de l'herbe, rendue glissante par la pluie fine aux embruns mêlés qui battaient régulièrement la côte ouest de l'Irlande. D'autres également, des marins surtout, avaient également perdu la vie ici après que leur bateau, au plus fort de la tempête, eut fini par s'éventrer sur les rochers, attiré là près des récifs par les feux allumés sur les falaises par les pilleurs d'épaves. Mais lui ne redoutait pas la mort. Il la connaissait, il la maîtrisait, et parfois même, comme ce soir, il l'administrait. À ses yeux, seuls les faibles et les ignorants craignaient de perdre la vie. Lui savait qu'elle ne représentait qu'une transition vers un autre lieu de séjour de l'âme. La mort n'était qu'une étape vers un ailleurs plein de promesses et de réjouissances. Foutaise que ces histoires d'enfer et de diablerie. La réussite et l'accomplissement en tout point parfait de sa mission le rendaient heureux. Il se mit alors à réciter une ode au fond des temps, un poème ancien célébrant la nature, ses ancêtres et les dieux. Derrière lui, le jour naissait à peine. Un nouveau jour, une ère nouvelle débute aujourd'hui, murmura-t-il in petto. Puis, forçant le pas, il s'enfonça et disparut dans la brume matinale. Par tous les saints, on n'a pas idée, il faut toujours qu'on retrouve les cadavres dans des endroits pas possibles. 30 ans de métier et jamais un seul qui soit mort à côté du poste, bougonna le commissaire Sean McKenna. Il s'arrêta et se redressa en gémissant. Le dos droit, les mains sur les hanches, il essayait vainement de reprendre son souffle. Puis, tirant de sa poche un large mouchoir à carreaux, il essuya son visage rouge et son front trempé de sueur. « On fait une pause, les gars !» lâcha-t-il enfin. « Elle nous attendra bien, vous faites pas de soucis. » L'ascension était longue et dure, presque 1h30 de marche, et la forte corpulence du commissaire, conséquence logique d'une alimentation trop riche en graisse et en sucre, à laquelle s'ajoutait le manque d'exercice, l'handicapait réellement. Son visage congestionné semblait prêt à imploser. Il desserra le nœud de sa cravate, puis passa à nouveau son énorme mouchoir sur son cou de bœuf. « On n'est plus très loin, chef, encore 20 minutes de marche environ, fit un garde en uniforme d'un ton compatissant. « Alors on vous suit, O'Leary, allez, passez devant, » gémit McKenna. Le reste du chemin fut tout aussi pénible, mais s'effectua dans un silence quasi religieux, entrecoupé seulement par quelques gémissements et jurons du commissaire. Et à peine 20 minutes plus tard, en effet, l'équipe d'enquêteurs arrivait sur la scène. « On touche à rien, les gars, et on fait attention où on met les pieds, » commença McKenna.
D'abord, on sécurise le périmètre, puis après, on laisse passer le tout libre, ordonna-t-il. D'ailleurs, il est où ce légiste? Je suis là, commissaire. Je profitais de la beauté du paysage. Ça me change un peu de la morgue et de mon labo, répondit le médecin. Le docteur Cormac McMurrow était un petit homme aux cheveux blancs, à l'air débonnaire, qui semblait sincèrement tout à la joie d'abandonner son labo et ses odeurs de formol pour une petite balade au grand air. Inspirant profondément par le nez et expirant doucement, il profitait de ce promontoire assez inaccessible et battu par les vents pour remplir ses poumons de cet air pur et vivifiant. Le commissaire le rejoignit sur les bords de la falaise et se laissa gagner lui aussi par les charmes du lieu. Ils regardaient tous deux au loin, là où le ciel et l'eau se confondaient pour ne plus faire qu'un. Prochaine paroisse, l'Amérique, comme on dit dans le coin, commenta le commissaire, contemplant face à lui l'immensité de l'océan Atlantique. Trop occupé par des problèmes de procédure en arrivant sur la scène du crime, il n'avait même pas pris conscience de la majesté du lieu. Bon, allez au boulot, se réveilla-t-il soudain, le visage mouillé par les embruns. O'Leary, vous me bouclez le périmètre avec la rubalise. O'Connell, vous prenez 2 gars avec vous, vous passez les environs au peigne fin. Fouillez bien les abords du cromlech et relevez tout ce qui vous paraît suspect. Quant à moi, je m'occupe de l'intérieur du cercle. Le docteur, lui, fera les premières constatations sur la descente. Sans mot dire, l'inspecteur O'Connell désigna 2 sous-officiers et leur partagea le périmètre. Kieran O'Connell était l'adjoint de Sean McKenna. Il était à la fois son bras droit et son opposé. Grand et svelte, il avait d'épais et longs cheveux roux qu'il attachait le plus souvent en queue de cheval, noué à la base de la nuque par un élastique noir. Son menton était dissimulé sous un bouc roux. Ses yeux verts tranchaient littéralement avec la blancheur de son épiderme, pigmenté çà et là de taches de rousseur. Il portait des bagues d'argent aux doigts et était toujours exclusivement vêtu de noir. Il était plutôt atypique comme policier, mais c'était un bon enquêteur et un enfant du pays qui plus est. Il connaissait le comté comme sa poche, ce qui représentait un avantage indéniable aux yeux du commissaire. Il avait grandi non loin de cette falaise, dans la ferme parentale aux abords du village de Ballyheigue. Adulte, il n'avait pas voulu reprendre la propriété agricole familiale. La production laitière ne l'intéressait pas. Il avait choisi une autre voie, un autre chemin, plus risqué et plus imprévu. Mais cela ne l'empêchait pas de donner un coup de main à son père et à son frère cadet à la ferme dès qu'il avait un peu de temps libre. Alors Doc, ça donne quoi? Interrogea McKenna. A priori, vu la rigidité cadavérique et la décoloration de la peau, je dirais que la montre mord environ 8 ou 10 heures. Difficile pour l'instant d'être plus précis. Et la cause du décès? Rien d'apparent ni d'évident, pas de blessure par arme à feu ou à l'arme blanche, pas de traces de coups portés à la tête, pas de strangulation ni de piqûre sur les avant-bras ou entre les orteils. Vraiment, je peux pas trop vous dire, seule l'autopsie nous amènera des réponses claires et précises. Peut-être une OD, une overdose. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de traces d'injection. C'est vrai, confirma le médecin. Et elle peut être consécutive à une prise massive de médicaments par voie orale. Bon, c'est une hypothèse, hein. Mais les pupilles dilatées, les yeux révulsés, traces de vomissement nous conduisent plutôt sur cette voie. Ok. Et a-t-elle été violée? Demanda-t-il. Possible en effet, mais encore une fois, difficile d'être catégorique pour l'heure. En tout cas, elle a été attachée à Dominique sur ce dolmen. Regardez ses poignets et ses chevilles. Le docteur désigna de la pointe du doigt les fines traces noires et violacées entourant les articulations de la jeune fille. Le commissaire se pencha pour mieux voir, tout en essayant de reconstituer ce qu'avaient pu être les dernières heures du calvaire de la jeune femme. Seigneur, s'exclama-t-il, le monde ne tourne plus rond. Elle lui semblait si jeune, si innocente. Il aurait presque pu être son père. Commissaire, on a trouvé quelque chose. O'Connell se dirigeait vers lui, portant plusieurs objets dans des sacs plastiques transparents. Une paire d'escarpins, un pantalon en toile noire, des mi-baffins et une culotte noire. Parfait, répondit le commissaire. Pièce à conviction. On envoie tout ça au labo. Dites-leur de rechercher toute trace d'ADN et c'est urgent. Ok, chef, obtempéra O'Connell. Et alors qu'il s'éloignait, le commissaire l'arrêta. Au fait, on sait qui est la victime? O'Connell revint sur ses pas et lui tendit un permis de conduire en format d'une carte d'identité. Nia Murphy, 26 ans. Le permis a été émis dans le comté de Clare, mais elle habitait en ville, à Trailly. Bon, O'Connell, vous redescendez en ville et vous me passez son nom au fichier. Vous demandez un mandat de perquisition pour son domicile. Je veux également que vous préveniez les proches de la famille. Voyez également s'ils habitent dans la région ou s'ils sont restés dans le Clair. Je veux avoir un maximum de choses et d'informations sur cette fille, où elle travaillait, qui elle voyait, bref, les questions habituelles. Mais soyez discret sur les circonstances de la mort. Vous ne dites rien pour l'instant, pas même à la famille. Puis, ayant fini avec son adjoint, le commissaire se tourna vers un officier en tenue.
O'Leary, prévenez l'hélico des gardes-côtes par radio. Dites-leur de venir chercher la fille et de la transporter à la morgue. Il désigna ensuite 2 gardes en tenue. Vous restez ici jusqu'à l'arrivée de l'hélico. Moi, je redescends en ville. Je vais aller manger un morceau. Fit une petite voix dans le dos de McKenna. Qu'y a-t-il, Cormac? Le petit homme, entièrement vêtu de combinaison plastique blanche, de gants en latex et d'une bonnette blanche et de surchaussures blanches également, lui tendit un petit bout de bois au bout d'une longue pince d'extraction. J'ai trouvé ce morceau d'écorce posé dans le cou de la victime. Et de quoi s'agit-il? Grogna le commissaire, irrité qu'un détail va retarder encore sa pause déjeuner. Voyez vous-même, on dirait un morceau de bois. Je vois bien que c'est du bois. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces rayures à la surface? En regardant d'un peu plus près, le commissaire et le légiste remarquèrent la linéarité et la régularité des traits. On dirait plutôt qu'il a été sculpté, commenta O'Connell qui s'était approché, attiré par la singularité de l'objet. On dirait des sortes de hiéroglyphes ou d'idéogrammes. Ok, conclut McKenna. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça n'a pas été gravé ni posé sur la victime par hasard. Donc on emballe. Cormac, je veux que cette fille soit votre priorité. Je veux tout savoir. Bosser la nuit s'il le faut, mais dès demain, je veux savoir tout sur ce décès. Ce n'est pas tout, commissaire, rétorqua le légiste. J'ai également trouvé ceci. Le médecin tira d'un coffret un tube de laboratoire bouché hermétiquement et contenant une poudre brillante de couleur violette. Je l'ai prélevée autour du dolmen. Elle était répandue un peu partout, formait une forme de cercle à l'intérieur du crâne. Et vous savez ce que c'est? Pas avec certitude, mais je pencherai pour des cristaux de soude. Mais vous le saurez également demain sans faute. De fines gouttes d'un crachin glacial s'étaient remises à tomber. McKenna dut sortir son énorme mouchoir pour essuyer les verres de ses lunettes. J'ai toujours eu du flair, commença-t-il. Les regards du toubib et d'O'Connell se posèrent un instant sur l'imposant appendice nasal du commissaire, et tous deux réprimèrent un sourire. J'ai toujours eu du flair, et cette histoire ne sent pas bon. Il y a quelque chose de louche et d'inhabituel, un truc qui colle pas. Il ne peut pas s'agir d'un crime sexuel ou de celui d'un rôdeur. Je suis sûr qu'il y a autre chose, mais ça ne me plaît pas du tout. Puis, se murant dans le silence et dans ses pensées, il se tourna à nouveau vers l'océan, le regard lointain posé sur les flots. Au loin, on distinguait à la surface de l'eau quelques boules de plastique fluorescent ballottées par les vagues et par le courant, indiquant aux pêcheurs l'emplacement de leur casier. Un peu plus loin, un cormoran apparut soudain à la surface des flots, puis disparut aussitôt après sous une vague, à la recherche de menus flottants. À l'horizon, le ciel gris et bas finissait par se confondre avec la mer. Oubliant un instant la sensation de faim qui le rongeait, il enfonça ses mains dans les poches de son pantalon de costume, faisant ainsi ressortir sa panse rebondie. J'aime pas ça du tout. Il avait l'impression d'être un peu comme ce cormoran, plongeant dans une eau profonde et noire à la recherche de sa proie, mais sans savoir s'il allait refaire surface, et surtout, sans savoir ce qu'il allait remonter. Voilà, il est temps de nous dire au revoir. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute des autres événements en direct de l'Alliance française de Dublin, et à bientôt peut-être.